on va donner la parole à Céline qui vient du laboratoire Théa. Et donc, je veux vraiment préciser que pour nous, c'est non seulement parce que Théa, c'est le local de l'étape. Hein, je crois qu'ils sont clermontois d'origine, et fiers de l'être. Mais aussi, c'est parce qu'ils viennent de racheter des produits pour les amener, pour en faire des vrais médicaments. Donc pour nous, on est vraiment heureux qu'il y ait un acteur principal français qui investisse dans les thérapies, et en particulier des thérapies pour la rétinopathie pigmentaire. Donc suivez bien, c'est un acteur important. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici pour moi, et c'est un peu stressant, je vous avouerai, parce que c'est la première fois que je fais face à des patients qui ont des grosses attentes. On a l'habitude des présentations devant des sociétés, devant des scientifiques même, mais très rarement devant des patients. Donc soyez indulgents et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Alors très rapidement, je vais vous présenter Théa, parce que c'est une entreprise qui a que 30 ans, qui a été fondée par Henri Chivray, que vous voyez, si vous pouvez voir en haut de l'image, et maintenant son neveu est à la tête du groupe. Mais par contre, la famille est passionnée par l'ophtalmologie depuis 150 ans. C'est le trisaïeul qui a fondé la Société française d'ophtalmologie. Donc en fait, c'est vraiment une famille qui a toujours été dans l'ophtalmologie, qui compte le rester et qui a envie de faire progresser l'ophtalmologie, que ce soit pour les ophtalmologistes, pour les patients et pour vraiment aider la communauté. Donc ça fait 30 ans. Pendant 30 ans, comme beaucoup de sociétés, c'était des collyres, parce que l'ophtalmologie, c'était une partie accessible via les collyres. Donc on a essayé d'apporter des innovations dans les collyres. Et on continue à innover. Donc, chaque fois qu'on peut, on investit dans l'innovation. Donc c'est vraiment important pour nous, pour apporter des solutions pour les patients sur les gammes traditionnelles, mais aussi vraiment pour entrer sur les pathologies de la rétine, et en particulier les pathologies rares. Pour ça, il a été créé une structure, Théa Open Innovation, pour faire des partenariats justement avec les universités, les startups, pour essayer d'amener le plus de produits possible sur le marché. Donc d'où viennent nos molécules? Comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Serge ou Isabelle, qui avait une société qui s'appelait ProQR, qui développait en fait des produits dans les pathologies rares, et qui, suite à un résultat qui n'était pas celui attendu, a décidé de tout arrêter en ophtalmologie. Et donc Théa a racheté ces produits-là pour les développer. Et on a également recruté une équipe de personnes spécialisées dédiées à ces projets. Donc c'est Cepul Bio qui est aujourd'hui la partie spécialisée chez Théa et qui développe le Cepofarsen, qui vise à traiter l'amoureuse congénitale de Leber de type 10. Donc c'est pas une rétinite pigmentaire à proprement parler, mais ça fait partie des pathologies héréditaires de la rétine. Et l'Ulteversen, qui lui est amené, on l'espère, à traiter les patients qui souffrent de Usher 2A. Alors, on a parlé beaucoup de thérapie génique à base de vecteur viral tout à l'heure. Dans notre cas, en fait, on parle d'ARN. Donc, c'est des petites molécules qui vont pouvoir être administrées telles quelles. Elles n'ont pas besoin de vecteur viral pour atteindre la rétine. Et elles sont injectées par injection intravitréenne simple. Il n'y a pas besoin de chirurgie pour aller l'injecter derrière la rétine. Donc, comme le disait tout à l'heure Isabelle, la rétine, c'est un peu une cible idéale parce que l'œil, c'est un milieu clos. Donc, il y aura peu d'effets secondaires sur le reste du corps. Et c'est pas très grand. C'est pas comme si vous vouliez atteindre via la circulation sanguine où il faudrait injecter beaucoup de molécules. L'œil est assez petit, donc ça permet d'atteindre assez facilement la rétine. L'avantage de ces petites molécules, il y en a plusieurs. Donc là, il y a la chirurgie, il n'y en a pas besoin, donc c'est beaucoup plus simple. Mais aussi, c'est pas permanent. Donc si pour une raison ou une autre, votre médecin ou vous voulez arrêter, vous ne voulez plus être traité, ça va pouvoir. Il suffit d'arrêter d'être injecté. C'est prévu pour être des injections tous les 6 mois. Donc vous voyez votre ophtalmologiste tous les 6 mois qui va peut-être vous faire un bilan et vous réinjecter. Mais si vous décidez d'arrêter, si votre ophtalmologiste décide que ce n'est plus bon pour vous ou que ça ne fait plus d'effet, il peut arrêter le traitement, contrairement aux thérapies géniques dont on a parlé juste avant. Donc, dans
Pardon. Je vais vous parler plus précisément du sépofarsen et de l'ulteversen. Donc, le sépofarsen, c'est pour traiter l'amoureuse congénitale de type 10, liée à une mutation bien spécifique dans le gène CEP290. Un tout petit rappel sur les rétinites pigmentaires, je n'aurai pas besoin de vous en parler beaucoup, je pense, mais l'atteinte en général est assez tardive dans la vie, l'atteinte de l'acuité visuelle. Pour l'amoureuse congénitale de type 10, le patient perd la vue dans ses premières années. Donc c'est quelque chose qui est très impactant sur la qualité de vie du patient, mais aussi de la famille en général. Donc comment ça marche ? Je ne sais pas si vous voulez qu'on entre dans le détail, mais comme le disait tout à l'heure aussi Isabelle, il y a l'ADN, mais l'ADN, avant d'être traduit en protéines, il passe par une étape de transcription qui est l'ARN. Et c'est à cette étape-là qu'on va venir modifier l'ARN pour éviter d'avoir une protéine non fonctionnelle. Donc, vous avez votre photorécepteur ici qui est représenté, le bâtonnet. Et quand le gène est dit sauvage, donc CEP290, quand il n'a pas de mutation qui amène la pathologie, tout se passe bien dans la cellule, le photorécepteur ne dégénère pas. Lorsque il y a une mutation, même sur une zone non codante, en fait, ça transforme cette zone non codante en zone codante et ça tord la protéine. La protéine ne marche plus, elle n'est pas fonctionnelle. Donc ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'agir au niveau de cet ARN-là pour faire en sorte que ce ne soit pas exprimé, que ce ne soit plus exprimé. Donc on va venir agir pour cacher la mutation, en fait, et retrouver une protéine fonctionnelle. Procure avait réalisé des essais cliniques. Donc, il y a eu la première étude chez l'homme qui a été étendue pour avoir de la sécurité sur 2 ans et demi. Il y a eu une première étude de phase 3 qui nous a permis de collecter beaucoup de données d'efficacité et de sécurité qui nous ont fait dire ça vaut le coup d'aller sur ce traitement et lancer une étude en phase 3. Et en parallèle, des patients ont continué d'être traités pendant cette phase où il n'y avait plus d'essais cliniques dans certains centres pour lesquels la législation le permettait. Donc la phase 3 qui débute aujourd'hui, c'est une phase 3 où le patient est son propre contrôle, parce qu'il va être injecté dans un œil avec la molécule et dans l'autre œil avec un placebo. Donc en fait, il va avoir un œil traité et un œil non traité pour pouvoir voir s'il y a une différence. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, 2 patients avec la même mutation ne vont pas évoluer de la même manière. Mais par contre, les yeux dans cette pathologie-là sont relativement symétriques. Donc en fait, on va avoir une vraie comparaison pour voir si on ralentit, voire même on essaye, dans ce cas-là, de redonner un peu de vision au patient. Au bout d'un an, on regarde les résultats et la FDA, qui est l'agence américaine, nous a demandé de continuer à traiter pendant 1 année de plus. Et dans l'œil qui avait reçu le placebo, soit le patient continuera à recevoir le placebo, soit il sera traité. Ça sera au hasard. Donc là, l'étude, le recrutement va commencer. Elle est ouverte aux États-Unis. On attend les autorisations en Europe. Qu'est-ce qui nous a fait plonger vers ces pathologies ? C'est de voir quand même le gain qu'il pouvait y avoir pour les patients. Là, il y a un patient qui a continué à être traité dans le post-essai clinique. Et les parents, vraiment, nous ont dit, voilà, notre fils peut voir des objets qu'il ne pouvait pas voir, il peut voir des couleurs qu'il ne pouvait pas voir, il peut se redéplacer avec moins de difficultés. Et il y a certainement des choses qu'on ne comprend pas, mais il y a certainement lui des choses qu'il voit et qu'il ne peut pas verbaliser. Donc ça, c'est des témoignages qui sont quand même assez clés. Et les médecins aussi nous ont donné des témoignages où le patient ne voyait plus grand-chose. En fait, il avait la vision de la main qui passe, mais il n'était pas capable d'identifier de manière précise. Et là, ensuite, il a été capable de lire sur une échelle qui est utilisée assez classiquement en essai clinique, qui s'appelle le TDRS. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous et qui font qu'on est fiers d'avoir repris ces traitements. L'autre molécule s'appelle ulteversen. Et ça va peut-être... j'ai compris que dans la salle, il y avait peut-être plus de patients atteints de rétinite pigmentaire. Là, c'est une rétinite pigmentaire particulière qui est liée à une mutation dans l'exon 13 du gène USH2A, donc les patients atteints de Usher 2A, qui est la cause la plus fréquente de rétinite pigmentaire autosomique récessive.
Comme vous le savez, ces patients-là peuvent être atteints uniquement de rétinite pigmentaire ou avoir une forme syndromique. Une forme syndromique, ça veut dire qu'ils ont aussi atteint dans d'autres organes sensoriels, en l'occurrence là, l'audition. Aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie approuvée pour ces patients-là. Alors là, rapidement, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, qu'il y a une atteinte chez ces patients qui intervient à partir de la deuxième dizaine d'années de vie, mais qui ne se voit pas. Parce qu'en fait, c'est la structure de la rétine, les photorécepteurs qui commencent à dégénérer. Et seulement à partir de la vingtaine ou plus tard, les patients vont voir qu'il y a un effet sur leur vision et un rétrécissement du champ visuel. Et l'acuité visuelle en elle-même, ça intervient beaucoup plus tard. Comme pour le Cepofarsen, le mode d'action va être un peu le même. Le but, c'est vraiment de masquer une mutation qui est gênante pour la fonctionnalité de la protéine. Cette fois-ci, dans une section codante, il y avait une mutation qui rend la protéine non fonctionnelle, parce que ça tord la protéine. Donc on va sauter cette partie codante, on va carrément complètement l'enlever, mais en fait la protéine, même si elle est plus petite, elle est complètement fonctionnelle. Donc on va rendre la fonctionnalité de la protéine. Dans ce cadre-là, il y a un essai qui vient de commencer. Il y a 2 patients à ce jour qui ont été inclus aux États-Unis. Et pareil, on attend les autorisations en Europe. Cette fois-ci, c'est un essai plus classique. Donc il y a des patients qui seront traités, des patients qui ne seront pas traités du tout. Et de la même manière, je vais peut-être vous faire de retour des participants et de l'investigateur principal de la toute première étude qui avait eu lieu, qui était l'étude de sécurité, où étonnamment on s'attendait à un arrêt de la progression de la pathologie, mais là visiblement il y a eu aussi un petit gain qui peut s'expliquer par ce que disait Serge tout à l'heure, c'est qu'il y a des photorécepteurs qui sont dormants, non fonctionnels, mais qui ne sont pas encore morts, et ceux-ci on va leur permettre de refonctionner, mais on ne va pas régénérer tous les photorécepteurs, clairement. Donc il y a un des premiers sujets qui a dit: j'étais surpris de pouvoir à nouveau voir mes cheveux, parce que comme c'est en périphérie, je les voyais plus. Et comme vous le savez, la vision nocturne est aussi impactée en premier, et donc là les 2 sujets suivants, c'est sur cette vision nocturne qu'il y a eu un effet. Il y a une personne qui nous a dit: je peux retrouver certaines étoiles et voir la lune à nouveau. Et la 3e personne qui a dit: j'ai pu quitter l'hôpital au début de la nuit sans aide après la fin de la journée d'évaluation, alors que j'aurais pas pu en temps normal. Et l'investigateur a beaucoup insisté sur les problèmes de vision nocturne, puisque c'est ce qu'il avait vu en premier aussi. Donc c'était vraiment quelque chose de voir ces témoignages, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans notre portefeuille de produits, on a aussi une autre molécule, en partenariat avec une société qui s'appelle Kiora, qui est basée aux États-Unis. Cette fois-ci, on vise à restaurer la vision dans les maladies héréditaires de la rétine. C'est un petit peu comme l'optogénétique dont vous parlait Magali tout à l'heure, mais sans thérapie virale. Donc le but, c'est de traiter des patients qui sont très avancés, qui ont perdu leur vision centrale. Donc on commence les essais cliniques par des rétinies pigmentaires, mais ça pourrait s'appliquer à des patients qui souffrent de choroïdérémie ou de Stargardt ou autres pathologies. Donc, comme vous le savez, vous allez perdre vos photorécepteurs, les bâtonnets en premier, les cônes ensuite. Donc, ces photorécepteurs, c'est eux qui transcrivent l'énergie lumineuse en énergie électrique qui sera traitée par le cerveau. Et quand ces photorécepteurs sont plus là, malheureusement, le signal électrique ne peut plus avoir lieu et donc le cerveau ne peut plus le traiter. Donc l'idée ici, c'est de faire en sorte que quand il n'y a plus ces cellules-là, est-ce que d'autres cellules, notamment les RGC, pourraient convertir cette énergie lumineuse en énergie électrique. Donc il y a une petite molécule qui a été identifiée. Donc ce n'est pas une protéine issue d'algues, c'est vraiment une petite molécule classique, chimique, qui va pouvoir entrer dans les RGC, donc dans les cellules ganglionnaires de la rétine. Et une fois que c'est dans cette cellule, elle va aller se mettre préférentiellement dans des canaux ioniques potassium dépendants. C'est ces canaux qui activent les potentiels d'action électrique, en fait. Et il se trouve qu'en présence de lumière, la protéine change de conformation et va bloquer ces canaux et générer un potentiel d'action électrique. Donc il va bien y avoir une traduction de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et donc des cellules qui n'étaient pas prévues pour fonctionner comme ça
où c'était les photorécepteurs qui étaient censés donner le signal, vont pouvoir prendre la place fonctionnelle des photorécepteurs. Il y a eu un premier essai chez 6 patients. Les premiers patients qui ont reçu le traitement étaient des patients qui n'avaient plus du tout de perception lumineuse ou quasiment plus. Et ensuite, on est passé chez des patients qui avaient une acuité visuelle qui était quand même très impactée, mais qui n'étaient pas nuls. C'était des patients qui étaient capables de voir la main bouger ou les doigts. Et comme l'ont dit tout le monde, la première étude en général, c'est pour regarder la sécurité, mais comme on est chez le patient, on en profite pour regarder s'il y a des améliorations. Et on a été ravis de voir qu'il y avait tout d'abord une sécurité parfaite, il n'y a pas eu d'effet secondaire lié à la molécule. Et au niveau efficacité, il y a eu des améliorations chez tous les patients. Après, chez tous les patients, pas pour tous les paramètres. Alors, je ne vais pas vous mentir. La corrélation n'est pas forcément évidente. Il y a toute une analyse aujourd'hui qui est faite avant de commencer la phase 2 pour voir quels tests sont les plus pertinents. Parce qu'en plus, en fonction de l'avancée dans la pathologie du patient, on ne va pas pouvoir réaliser les mêmes tests. Un patient qui ne voit plus rien, qui est dans le noir depuis des années, on ne va pas pouvoir lui faire les mêmes tests à l'entrée de l'essai clinique que des patients qui ont une perception visuelle. Et il y a un test qui a été fait, qui est un IRM fonctionnel aussi, pour voir si effectivement ce signal électrique était retrouvé dans le cerveau. Donc s'il y avait bien une conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et il se trouve que oui, on a vu des zones du cerveau qui s'allumaient de nouveau, qui ne s'allumaient plus depuis longtemps. Et donc là, pareil, je vais vous parler surtout des témoignages patients. Et en fait, un des premiers qui n'avait plus du tout de perception lumineuse depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, et en entrant dans l'étude, a fait ces fameux IRM. Et dans les IRM, il y a des lumières qui clignotent. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais il y en a. Et en fait, il dit, quand j'ai fait l'IRM 48 heures après le traitement, j'ai vu des lumières clignoter, alors que ça faisait des années que j'étais dans le noir complet. Un deuxième témoignage, qui lui, était pas dans le noir complet, mais quasiment. Quand il est entré dans son salon, il savait qu'il y avait 2 spots, mais il était obligé de les fixer, enfin de fixer le plafond pour essayer de les trouver. Donc c'était vraiment pas très loin du noir complet. Et 3 jours après l'injection, il s'est assis dans son canapé sans forcément les chercher. Il a vu les 2 de manière naturelle. Donc il y a une restauration quand même de la perception lumineuse. Et un patient qui était beaucoup moins atteint, qui était capable de compter les doigts, est allé au supermarché. Et quand vous êtes sur cette vision-là, vous ne voyez pas tous les articles et les petites choses. Et là, il a dit, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, parce que je pouvais voir chaque article, ce que je n'arrivais pas à faire auparavant. Donc voilà, donc on est sur le point, d'ici la fin de l'année, on espère commencer la phase 2. On va commencer avec des patients qui sont très atteints, donc qui n'ont pas de perception lumineuse ou une très basse vision. Et on verra ensuite si on peut décliner vers des patients moins atteints, puisque là, on parle de patients qui n'ont plus de photorécepteurs, ou quasiment plus. Et on ne veut pas interférer avec la vision pour les patients qui ont déjà leurs photorécepteurs. Donc on ne sait pas jusqu'où on pourra remonter dans l'atteinte des patients, mais on va commencer par les patients les plus atteints. Voilà, alors je ne sais pas si tout ça vous parle. Encore une fois, c'est une première pour moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a peut-être des questions déjà. Moi, j'ai peut-être une question pour lancer le débat. Est-ce que, puisque vous n'avez pas de photorécepteur, vous n'avez pas d'adaptation à la lumière, donc est-ce que, comme pour GeneSight, vous n'avez qu'une gamme de luminance où en fait les patients ils vont pouvoir retrouver de la vision? Alors, on n'a pas qu'une gamme. Normalement, c'est sur toute la longueur d'onde qu'ils vont pouvoir voir de nouveau. On a regardé sur le spectre complet. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle vision ils vont retrouver et quelle finesse de vision. Ce qu'on espère, c'est qu'ils pourront regagner de l'indépendance, se déplacer sans se cogner dans tous les meubles. Ça serait déjà pas mal. Oui. Et sinon, en fait, en termes de réadaptation, on a vu avec Chloé tout à l'heure que en fait, c'est une réadaptation, en tout cas pour ceux qui étaient aveugles depuis très longtemps, qui prend quand même beaucoup de temps. Donc, vous allez établir aussi un process comme ça de réadaptation à la vision, puisque en fait, les patients ils doivent réapprendre à voir, en tout cas ceux qui ont été aveugles pendant de longues périodes. Oui, tout à fait. Alors encore une fois, là, c'était la phase 1. Il y avait
une seule injection, donc c'est un peu compliqué pour nous. Et c'était des patients très atteints, donc rien que de voir qu'ils puissent gagner de la perception lumineuse, c'était déjà quelque chose qui nous fait dire oui, on peut continuer. Les patients les moins atteints et ceux qui n'avaient pas perdu du tout, enfin pas perdu complètement, pardon, la vision, on l'a vu, garder cette agilité-là, puisque ça leur permettrait d'avoir une vision plus précise. Ceux qui ont été effectivement dans le noir depuis 10 ans, c'est une vraie interrogation. On ne sait pas. Et on sait qu'il va y avoir une certaine plasticité du cerveau à retrouver, donc ça ne se fera pas dans un claquement de doigts pour avoir effectivement une vision qui leur permette de fonctionner. On verra. Pour nous, c'est aussi, on apprend en marchant, j'allais dire, parce que c'est quelque chose qui est nouveau pour tout le monde. Des questions ? Et là, Alors, dans le procédé que vous évoquez pour la restauration de la vision, est-ce qu'il y a besoin d'un apport lumineux comme dans le procédé antérieur dont Magali a parlé tout à l'heure? Non, dans ce cas-là, c'est la lumière naturelle suffit. La molécule est assez sensible pour qu'il n'y ait pas besoin d'apport d'un matériel supplémentaire. D'accord, formidable. Très bien. Moi, Par contre, j'ai juste oublié de préciser, oui. Il va falloir une injection régulière. On ne connaît pas la fréquence, tous les mois, tous les 2 mois. Parce que c'est une petite molécule, c'est pas de la thérapie génique. Donc en fait, il va falloir réapporter cette molécule régulièrement. Oui, comme dans les DMLA qui sont suivis, etc. Enfin, moi, je tiens à dire simplement que quand on a perdu la vue, enfin, là c'est mon cas, je suis un peu dans le cas d'Ariel, simplement retrouver quelques formes, ça serait inespéré. Donc après, même si la vision n'est pas fine, voilà, juste permettre d'être un petit peu plus autonome, ça serait déjà un miracle, voilà. Ah oui. Mais vous ne prévoyez pas d'avoir un slow release, c'est-à-dire un médicament où en fait la molécule elle est injectée un jour et en fait il y a comme un gel qui permet que le produit il reste pendant 6 mois. Exactement. Alors si, mais ça sera dans un deuxième temps quand on sera sûr que ça marche. On verra. Mais effectivement, c'est des choses qu'on garde en tête. Et si c'est quelque chose, si on arrive à l'amener sur le marché, la prochaine étape, ça sera évidemment d'avoir soit un implant, soit un gel, enfin quelque chose qui permet d'avoir des injections, peut-être qu'une fois tous les 6 mois, une fois par an, et pas régulièrement. J'ai une question à vous poser. Moi, je ne maîtrise pas encore tous les termes, mais est-ce que ce procédé-là fonctionne sur plusieurs pathologies ou qu'une seule, particulièrement au niveau de la cécité totale de la vue? Non, alors là, ça sera toutes les pathologies puisque ça remplace tous les photorécepteurs. Donc on commence par les rétinites pigmentaires, mais le but est d'aller, comme je disais, peut-être sur la choroïdérémie, sur le Stargardt. On va essayer d'aller plus loin. Après, c'est des atteintes qui commencent différemment, qui sont différentes. Donc on va voir. On commence par la rétinite pigmentaire parce que ça nous semblait le plus adapté, le plus simple. Après, on essaiera dans d'autres pathologies. Ouais. Même potentiellement la DMLA. Alors non, nous on est Clermont, on est le local de l'étape, on est à Clermont juste à côté. D'ailleurs, il y a une distribution de châtaignes à la sortie. C'est clairvoyant. On dirait qu'il y a des chauvins. Pas d'autres questions? Si, une question là-bas. Bonjour. Au tout début de votre intervention, vous avez dit qu'il y avait des mutations qui faisaient que la partie du gène qui n'était pas codante, elle devenait codante. Et que du coup, la protéine, elle ne marchait plus. Et vous avez dit que le traitement, on cachait la mutation. Mais concrètement, comment vous faites pour la cacher? Alors, on va injecter un oligonucléotide, donc un peu... Isabelle, tu voulais répondre? Non, n'importe. Avec plaisir.
En fait, le principe, ce sont des leurres, hein, c'est des très courts fragments d'ADN monobrun qui vont agir sur les transcrits. C'est-à-dire vous avez le gène. Un gène peut coder plusieurs protéines par ailleurs. Enfin, c'est les mêmes protéines, mais avec différents briques qu'il va retenir. Ça fait un gain de gènes qu'on peut avoir. Donc, vous avez des parties qui sont codantes pour les briques de la protéine. Ça va apparaître dans la brique. Et vous avez des parties introniques qui sont souvent beaucoup plus longues. C'est les joints entre les briques, mais c'est les joints qui sont ici beaucoup plus larges que les briques. C'est une drôle de maison. Et ces introns peuvent en fait devenir, entre guillemets, codants et créer l'insertion d'une nouvelle brique. C'est-à-dire que quand on va traduire, quand la machinerie va produire la protéine, il va se dire, mais là, c'est le début de l'exon suivant. Donc, il va se tromper. Et les techniques des oligonucléotides antisens, ça mime ce qu'on appelle des ARN interférents. C'est un prix Nobel d'il y a 5-6 ans. Nous en avons tous dans notre cellule. Et ça permet, par ces petits leurres, de moduler les protéines qu'on produit, d'être très réactif à des nouvelles situations. J'ai de la fièvre, ce n'est pas les mêmes protéines. J'ai plus de fièvre, j'ai besoin d'autres protéines. Donc ces petits leurres, pour Usher, ils vont induire un saut carrément de l'exon. Mais ça cible une partie précise globalement de l'ADN. Ça va impacter pour cette correction-là. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est des sortes de ciseaux ou de modulateurs de ce que l'on va traduire, mais ils vont s'enclencher parce qu'à tel endroit, j'ai telle variant. Ça ne marchera pas chez quelqu'un d'autre. Et l'avantage, c'est que ça mobilise les photorécepteurs présents, les photorécepteurs dormants, ça les réactive, puisque tout d'un coup, on leur donne la protéine qui fonctionne. C'est réinjecté tous les 6 mois, c'est quand même pas fréquent, on va dire, par rapport aux injections mensuelles de la DMLA. Et ça donne même un effet quand même plus prolongé que chez les 6 mois chez les patients qu'on a initialement traités. Et c'est en intravitréen, donc on ne soulève pas la rétine, il n'y a pas d'effet délétère, et ça donne quand même des réponses importantes. Simplement, c'est mutation par mutation. Il faut aller choisir ce petit leurre spécifique au point que vous voulez cibler. C'est pour ça qu'on parle de génome editing. Il y a 2 façons d'aller un peu corriger les fautes d'orthographe. Il y a le système CRISPR-Cas9 qui est une grosse machinerie que nous ne possédons pas. Donc il faudra nous apporter par thérapie génique cette machinerie. Et cette machinerie, elle est également configurée pour dire je vais aller couper à tel endroit et pas ailleurs. Et pareil, ces oligonucléotides antisens, c'est très peu coûteux à élaborer. Donc ça, c'est un atout. C'est en intravitréen. Donc ça peut être donné et puis ça régresse. Et ça va cibler spécifiquement pour une mutation donnée. Ou une autre mutation très proche. US2A, c'est 2 mutations qui ne sont pas très loin. Et donc le leurre va être efficace sur ces 2 mutations. Élément important, ces 2 mutations qui sont dans l'exon 13 du US2A, c'est quand même 20% des patients qui ont le gène US2A comme impliqué. Donc potentiellement, c'est 20% de ces patients-là. Donc c'est des mutations qu'on dit récurrentes. Et donc ça va cibler plus de patients pour un même leurre, un même montage d'oligonucléotides. Merci pour cet effort et pour ce travail qui a l'air d'être porteur d'espoir pour les patients qui sont ici. J'ai une question notamment par rapport aux patients. Donc là, vous avez, par rapport aux témoignages des patients, vous avez cité plein de témoignages qui sont positifs. Sauf qu'on sait que quand on est pendant une longue période dans une situation de déficience, le système nerveux et notre corps s'adaptent à cette déficience-là. Et parfois, redonner quelques informations pourrait être déstabilisante pour des personnes pour un système qui a tout mis en place pour essayer d'être le plus autonome et le plus optimal possible. Donc, est-ce que vous avez eu des témoignages de ce type-là, un petit peu, on va dire, dans l'autre sens ou... Alors, non, pas encore, parce que ça, on l'observe surtout dans le dernier cas où les patients avaient complètement perdu la vue. Et c'était qu'une injection. C'est pas quelque chose de très pérenne, puisque ça va... On disait ça va durer 1 mois ou 2, donc les patients n'ont pas encore identifié de vrais gènes.
Et surtout, avec une seule injection, c'est pas suffisant pour récupérer complètement. On le voit, le patient va juste voir des points lumineux, mais pas grand-chose. Pour ceux qui étaient vraiment dans le noir depuis des années. On sait que ça peut arriver, on l'a vu dans certaines optogénétiques. Alors je ne sais pas, Magali, si elle est encore là, oui, si vous l'avez vu dans l'essai, mais il y a eu des témoignages patients dans certains essais cliniques où ils disaient effectivement, moi ça me gêne et je préfère finalement quand j'étais dans le noir complet. Ça va être une vraie rééducation. Là, l'avantage, c'est que si ça le gêne vraiment, il pourra arrêter le traitement. C'est pas comme de la thérapie génique, il sera pas lié à vie avec le traitement. Mais après, il va falloir qu'il persiste au début, justement pour se réadapter et refaire travailler la plasticité aussi du cerveau pour que ça le gêne moins. Mais effectivement, ça va être, je pense, un travail au début pour le patient. Merci. Une autre question. La phase 2, oui. Elle devrait commencer d'ici la fin de l'année. Merci pour la présentation. Vous avez dit que vous faites l'injection dans un seul œil parce que la pathologie évolue de manière homogène entre les deux yeux, c'est bien ça? Oui, ou pas très loin. En tout cas, il n'y a pas une grosse différence. En tout cas, on va choisir les patients qui ont quelque chose d'assez symétrique. Ouais. Ok, d'accord. Parce que je sais que dans pas mal de pathologies de RP, il y a toujours un œil qui est plus atteint que l'autre. Oui. Alors là, on parlait de l'amorose congénitale de Leber, donc la pathologie où je disais que les enfants perdent la vue dès les premières années, donc c'est beaucoup plus abrupt. Et c'est beaucoup plus abrupt et en même temps, il y en a qui ont de la chance, c'est à 10 ans, il y en a, c'est dès 1 an. Donc en fait, on a des hétérogénéités qui sont assez grandes et parfois, la période abrupte fait qu'il y a un plateau au milieu, donc c'est un petit peu difficile. Donc on essaye de prendre le même patient qui est son propre contrôle dans ce cas-là, pour avoir quelque chose de plus objectif possible. D'accord, je vous remercie. Peut-être une dernière question de curiosité. Vous avez dit que vous avez votre boîte a acheté les produits d'une boîte qui a coulé ou qui a décidé de fermer. Est-ce que vous savez les raisons pourquoi ça a été... Pourquoi ils ont arrêté? Oui, parce qu'en fait, ils jugeaient, eux, les résultats obtenus ne permettait pas d'avoir l'autorisation de mise sur le marché de manière immédiate. Ça nécessitait de l'investissement supplémentaire qu'ils ne voulaient pas faire. S'il vous plaît, l'image que reçoit le patient... Pardon. Juste une précision, la boîte qui a initié, donc, qui était ProQR, est une boîte qui était plutôt dans le développement des molécules, pas dans les essais cliniques pour valider des molécules. Donc, ils n'avaient pas les épaules assez larges. Et Théa a repris sur une molécule. Il y aura des témoignages aussi cet après-midi qui, quand même, changent la donne. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les autorités de mise sur le marché sont des autorités qui fonctionnent comme dans la DMLA. Donc, pour eux, il faut améliorer l'acuité visuelle, il faut que ça soit efficace très vite. Or, dans ces pathologies d'évolution lente, on ne peut pas évaluer aussi vite les patients. Ils ont des phases plateaux, donc c'est une évolution lente. Donc, il va falloir reconsidérer ces choses. J'avais été médecin expert pour RPE65, dont on sait que ça donne des réponses chez l'enfant au stade précoce. La première, j'ai débarqué pour l'expertise, on m'a dit on va arrêter. C'est pour vous dire la gravité de l'évaluation. Alors, je leur ai expliqué, attendez, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une dystrophie rétinienne. Ce n'est pas une DMLA, ce n'est pas une rétinopathie diabétique, ce n'est pas ce contexte-là. Donc, il a fallu reprendre à zéro. Ils ne savaient pas. Et pourtant, ils pouvaient juger. Donc, il faut changer les mentalités sur ces pathologies rares. On n'aura jamais des grandes cohortes. Sur ces pathologies rares, il faut tenir compte aussi des réponses subjectives parce que vous le percevez tous quand on vous évalue votre acuité visuelle et votre champ visuel. C'est simple quand on a 10 dixièmes. Quand on a 3, 5 dixièmes, 6 dixièmes et qu'on a des problèmes d'adaptation, variation, de luminosité, ce n'est plus la même chose. Une acuité visuelle le matin ne sera pas la même que l'après-midi. Ça va dépendre de votre état de fatigue, si vous avez bien dormi, si vous êtes stressé, etc. Donc ces outils-là sont totalement insuffisants pour évaluer une réponse thérapeutique. C'est pour ça que les critères d'évaluation restent importants, mais en tout cas, nos autorités de mise sur le marché, elles sont complètement hors sol. Donc il va falloir les éduquer.
Ouais, merci, parce que c'est vrai que c'est un combat de tous les jours pour essayer de trouver même les critères de l'étude. D'autant plus que les autorités américaines et européennes ne sont pas forcément d'accord. Donc c'est très compliqué d'accorder tout le monde. Et ils ne comprennent pas toujours les pathologies. Et ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir le même critère pour deux pathologies, même si elles s'appellent cloutier de l'eau, rétinite pigmentaire. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et il y a un gros travail en ce moment qu'on fait avec les autorités de santé aussi, avec les différents, ce nous on appelle dans le jargon key opinion leaders, que ce soit côté États-Unis ou côté IME, pour essayer justement de changer un petit peu la vision des autorités de santé sur ces pathologies-là et de se dire non, on ne peut pas prendre les critères classiques pour évaluer ces patients-là et l'efficacité des traitements. Madame, pendant le traitement, le patient reçoit une image sous forme d'un flash très court, plus ou moins long? Alors non, c'est... Ou permanent? Alors ça va dépendre de le. Alors je vais vous donner l'exemple, peut-être pas des spots, mais il y a un autre patient que j'ai pas mis là, qui est rentré chez lui, s'est couché, sa femme était à côté et elle a allumé son portable. Et en fait, il s'en est aperçu alors qu'il s'en était jamais aperçu pendant très longtemps. Et donc du coup, il était capable de dire quand l'écran de l'iPhone était allumé ou éteint. Il était évidemment pas capable de lire dessus, mais il percevait la luminosité. Donc en fait, ça reste dans la durée où l'appareil est allumé. Et pour les spots, c'est pareil. C'est représentatif de l'environnement extérieur. Ce ne sont pas des flashs. Et qu'elle était sur Mythique. Merci. 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 Super. Merci.